La parole est à Madame Muriel Roch-Etienne. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'associe à ma question mon collègue Alain Péréa, député de l'Aude, qui est à l'isolement en raison de la Covid. La cohabitation des zones d'espace agricole et d'espaces urbanisés sont depuis quelques années la source de nombreuses interrogations liées à la poursuite de l'activité agricole, à leurs impacts et aux conflits d'usage qui pourraient en découler. Il y a quelques mois, ces inquiétudes étaient telles qu'elles se sont soldées par une interdiction de traitement par arrêté municipal d'un maire. L'État a donc décidé de traduire ces interrogations par l'obligation faite aux agriculteurs de définir des logiques de zones de non-traitement à proximité des habitations. Le risque qui réside dans la mise en place, avec des exigences et des prescriptions croissantes, de zones de non-traitement phytosanitaire à proximité des zones habitées, ne serait-il pas de limiter la vocation agricole d'un sol en mitoyenneté avec un espace urbanisé? Ainsi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de la mise en œuvre de cette approche qui devait être mise en place dans chaque département? Pour sortir de cette dualité habitat-agriculture, ne serait-il pas plus pertinent d'adopter une approche globale de la gestion des territoires en tenant compte de la pratique dans les zones agricoles, en alignant notamment les contraintes au travers des documents d'urbanisme? Enfin, les agriculteurs de mon territoire m'ont également fait part des difficultés rencontrées dans le cas de pulvérisation accidentelle de cours d'eau. Un travail urgent d'actualisation des cartes IGN devait être mis en place. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, où en est ce travail? Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame la députée Roch-Etienne. Je tiens à le redire, les décisions que nous avons prises par décret et par arrêté il y a quelques jours sont des décisions que nous avons prises du fait de l'injonction du Conseil d'État. Ce n'est pas une décision du gouvernement, c'est une décision de mise en œuvre de l'injonction faite par le Conseil d'État, auquel évidemment le gouvernement est tenu, et donc nous y avons répondu dans les délais. Mais j'insiste dessus parce que parfois, comme il y a État dans le Conseil d'État, on pense que c'est le gouvernement. Non, c'est une juridiction, c'est la juridiction, le pouvoir juridique qui a enjoint le gouvernement de faire ces modifications telles que nous l'avons présenté il y a quelques jours. Sur le deuxième volet, sur la question de l'urbanisme, vraiment le point que vous évoquez est permis par l'article 200 de la loi Résilience et Climat. Sur le troisième point des travaux de l'IGN, je ne peux vous répondre précisément. J'ai l'habitude de répondre précisément quand je sais, et quand je ne sais pas, j'ai l'humilité de dire que je ne sais pas. Et donc je prends note de votre question et puis je vous enverrai les éléments de réponse. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Muriel Roch-Etienne, je vous en prie. Monsieur le Ministre, je vous pose la question de Bénédicte Pérol qui est empêchée. L'arrêté du 27 décembre 2019 prévoit une distance de sécurité entre les habitations et les zones d'épandage recevant un traitement phytosanitaire. Ces distances tampons, dénommées zones de non-traitement riverain, ont fait l'objet d'un rendu de jugement du Conseil d'État en juillet 2021, qui estime que l'État a mal interprété certaines recommandations de l'ANSES concernant l'appréciation des distances minimales. Par ailleurs, dans ce même jugement, le Conseil d'État impose que les chartes soient soumises à une procédure de consultation du public et pas uniquement à une consultation de riverains ou de leurs représentants. Si la consultation et l'information la plus large du public est nécessaire dans une ère où la démocratie participative doit prendre toute sa place, il n'en demeure pas moins que cela suscite des inquiétudes. Quand dans le même temps, chacun se sera exprimé sur la distance minimale à respecter, quelle sera la place de l'avis scientifique dans l'élaboration des chartes? Quelle distance sera retenue, à partir de quel avis? Particulièrement en ce qui concerne les produits suspectés être dangereux, dit CMR2. Selon quel calendrier l'ANSES sera en mesure de rendre un avis et fixer une distance pour chaque produit? Et pendant cette phase transitoire, quel accompagnement des agriculteurs est envisagé? Est-il prévu de faire dans les prochains mois un état des lieux d'éventuels espaces dans lesquels pourraient se retrouver certains agriculteurs? Autre point d'inquiétude, l'information aux riverains est renvoyée aux territoires qui définiront la solution la mieux adaptée. N'y a-t-il pas à craindre d'un département à un autre des modalités différentes qui amèneront un agriculteur limitrophe, comme c'est le cas des agriculteurs de la circonscription de Bénédicte Pérol dans la plaine de Limagne entre Allier et Puy-de-Dôme, à se soumettre à telle modalité sur telle parcelle et une autre modalité sur telle autre parcelle du département voisin? J'en viens à présent et pour finir à l'élargissement des mesures de protection aux personnes travaillant à proximité des zones d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. On peut saluer cet élargissement qui manquait dans le décret initial de 2019. En revanche, la définition proposée pour identifier ces personnes reste très vague. En parlant de travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements, fait-on une différence selon que la personne travaille en intérieur ou en extérieur? Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les éclaircissements que vous pourrez apporter afin de sécuriser à la fois agriculteurs et riverains. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée
Muriel Roch-Étienne, permettez-moi donc de transmettre, de vous demander de bien vouloir transmettre ces éléments de réponse à Madame Peyrol, qui interroge au final sur la consultation du public. Le décret que nous avons pris pour répondre à l'injonction du Conseil d'État vient préciser les règles de consultation au public que doivent suivre les chartes que vous avez mentionnées dans votre question. Et donc ce décret précise dorénavant quelles sont les modalités de consultation au public. Et en fait, il s'agit des consultations telles que prévues par le Code de l'environnement pour toutes les décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, c'est-à-dire l'article L123-19-1. C'est des consultations évidemment qui seront organisées par les préfectures, qui peuvent être faites par voie électronique ou par voie postale s'agissant du recueil des contributions. Et les modalités de concertation des chartes, évidemment, ne se limitent pas simplement aux riverains, mais à tous les concitoyens, pour répondre à la question de votre collègue Bénédicte Peyrol. J'insiste par ailleurs sur le fait que, contrairement à ce qui est indiqué dans la question, les chartes ne définissent pas les conditions d'utilisation des produits, enfin les distances minimales des produits. Ça, les distances minimales des produits, elles sont définies par la science, par l'ANSES à travers les AMM ou le cas échéant par arrêté. Mais ces distances, elles sont définies comme telles, ce n'est pas ces distances qui sont discutées au niveau des chartes. Monsieur le ministre.